Bonjour et bienvenue sur Actualité et Histoire. L'an dernier, je vous avais présenté une vidéo sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy pour célébrer les 60 ans des tristes événements de Dallas. Cette année, c'est d'affaires bien françaises dont je voudrais parler. En effet, il y a une récurrence forte en France à ressortir de la naphtaline, particulièrement à l'automne, de vieilles histoires de complots qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Je veux parler du suicide de Robert Boulin, qui a eu lieu à l'automne 79, et de celui de Pierre Bérégovoy, qui, s'il a eu lieu au printemps 93, est souvent rapproché du précédent. Dans les deux cas, il s'agit de grotesques théories conspirationnistes qui ont pour seule vérité de s'être imposées en quasi-version officielle. Alors, assez de n'importe quoi et remontons dans le temps. Voici deux histoires qui se ressemblent. Le 30 octobre 79, Robert Boulin met fin à ses jours. Pierre Bérégovoy lui emboîte le pas, si on peut dire, le 1er mai 1993, en se suicidant à son tour, 14 ans après. Qu'est-ce qui rapproche les deux actes de ces hommes de gouvernement? Le premier ayant été ministre à plusieurs reprises, le second ayant même été Premier ministre. Tous les deux sont des hommes à la réputation de forte intégrité. Tous les deux sont aussi des baroudeurs de la politique, ayant été députés, maires, ministres à plusieurs reprises pour de nombreux gouvernements. Tous les deux seront malheureusement aussi impliqués dans des scandales financiers accompagnés de campagnes de presse dont ils n'arrivent pas à se justifier et à se sortir. Tous les deux, enfin, seront abandonnés par leur père, notamment Giscard d'Estaing pour Boulin et Mitterrand pour Bérégovoy, sur le fond des scandales en question, avec ce double sentiment d'abandon et d'avoir été entraînés dans des affaires contraires à leurs principes. On ne sait pas toujours qui est Robert Boulin. Il est né en juillet 1920 en Gironde, issu d'un milieu modeste, et il s'engage dans la résistance dans la France libre et sera décoré de la Croix de guerre et de la médaille de la Résistance. Devenu avocat, il commence une carrière politique et est élu député pour la première fois en 1958. Il sera député-maire de Libourne jusqu'à sa mort. Il occupera de nombreux postes de ministre et de secrétaire d'État à partir de 1961, mais jamais de ministère clé. En 1978, il est depuis 2 ans ministre du Travail et de la Participation. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'il est ministre du Travail, il est plutôt un second couteau du gouvernement de Raymond Barre et du président Giscard d'Estaing. Pas un seul moment, son nom n'a circulé comme Premier ministre. Même honnête, Robert Boulin s'est bien fourvoyé dans une affaire immobilière ayant pour cadre la Côte d'Azur et qui s'est ébruitée. En 1974, il achète à Henri Tournay, homme d'affaires peu scrupuleux et qu'il connaît depuis un certain temps, un terrain à Ramatuelle pour s'y construire une maison. Le terrain n'est pas constructible au moment de la transaction, mais est en passe de le devenir. Robert Boulin s'y fait construire une résidence secondaire, plutôt modeste d'ailleurs, par la suite. Problème, le terrain a déjà été vendu par Tournay, par l'entremise d'un notaire de Caen, à des acquéreurs normands. Boulin l'apprend et est remboursé en liquide par Tournay. En clair, Robert Boulin se voit propriétaire d'un terrain gratuit qui a déjà été vendu à d'autres par un homme d'affaires louche à travers un notaire peu scrupuleux. Apparaît alors un jeune magistrat plein d'avenir, Renaud Van-Ruybeck, qui va instruire l'affaire. Affaire qui est ébruitée dans la presse au printemps 1979, notamment par Le Canard enchaîné et Minute. Robert Boulin se retrouve donc au cœur d'une histoire à la médiatisation croissante. La campagne de presse s'amplifie à la rentrée 79. Sur Europe 1, Robert Boulin se défend des accusations qui lui sont portées. Les politiques lui refusent leur soutien. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, ne le défend guère et le ministre de la Justice lui-même, Alain Peyrefitte, refuse d'intervenir en sa faveur. Se sentant délaissé, humilié, Robert Boulin ne supporte plus la situation.
Le dimanche 29 octobre 79, il s'enferme chez lui, dans son bureau, écrit une lettre sur une machine à écrire et part à son ministère. Le lendemain, il déjeune avec son fils, qui constate qu'il a dans sa poche un grand nombre d'enveloppes. Dans l'après-midi, il quitte son ministère en voiture. On le revoit plus tard à Montfort-l'Amaury, où il poste plusieurs lettres. Un postier se souvient même de réceptionner les lettres et Robert Boulin disparaît. Sa famille a constaté qu'une boîte entière de barbiturique du Valium avait disparu. Il est indubitable qu'il a avalé la boîte entière. La mort par suicide est alors indiscutable. Son corps est retrouvé le lendemain matin, flottant dans un lac, l'étang rompu en forêt de Rambouillet. Il a laissé sa voiture sur la berge et sur la plage avant un mot destiné à ses proches où il écrit « Embrasser éperdument ma femme, le seul grand amour de ma vie, courage pour les enfants ». Le lendemain, les lettres postées le lundi parviennent à leur destinataire. Il y en a 14. Ce sont des photocopies d'une lettre dactylographiée où il explique la raison de son geste et y rajoute parfois un mot manuscrit. La presse et l'opinion publique sont stupéfaits, tant il est rare qu'un ministre se suicide. L'enquête sur le scandale de Ramatuelle, elle, se poursuivra et conclura bien à la responsabilité de Robert Boulin. Les mois et les semaines passent et la tragique histoire ne fera plus la une de la presse. Personne alors ne remet en cause le suicide de Robert Boulin. Tout change en 1983 lorsqu'un obscur avocat réapparaît après une longue disparition de 10 ans, Jacques Vergès. Ancien avocat du FLN, entourant sa disparition d'un secret total, il est le spécialiste des causes tordues et nauséabondes. Il a été l'avocat de l'ancien SS Klaus Barbie. C'est lui qui approche la famille Boulin et réussit à les convaincre, à la faveur des résultats d'une enquête bâclée, de l'existence d'une conspiration visant à éliminer l'ancien ministre. La famille obtient alors la réouverture du dossier et une nouvelle enquête est ouverte. Se monte alors une grotesque théorie du complot. Robert Boulin aurait été assassiné par le SAC, Service d'action civique, ancien réseau secret gaulliste de lutte contre les partisans de l'Algérie française et commandité par Charles Pasqua. Des preuves dites flagrantes sont révélées, comme les lividités cadavériques qui apparaissent sur le dos du cadavre, des contestations sur l'emploi du temps de Robert Boulin, ou une affirmation que les lettres envoyées par le ministre n'auraient pas été écrites par lui, mais seraient des faux. Sans aller plus avant dans les détails, prenons deux arguments des partisans de la thèse de l'assassinat, les lividités cadavériques et les soi-disant fausses lettres. Les lividités cadavériques sont des rougeurs liées à l'arrêt de la circulation du sang. Sur Robert Boulin, celle-ci était sur le dos. Or, Robert Boulin a été retrouvé penchant vers l'avant. Les lividités auraient donc dû, selon les lois de la pesanteur, se trouver côté face. Preuve donc qu'il a été tué et qu'on l'a disposé volontairement dans l'eau. Problème, les lividités cadavériques n'apparaissent pas sur un noyer qui flotte. Lorsqu'on a sorti Robert Boulin, on l'a déposé sur le dos. Normal donc que les lividités s'y trouvent. Les 14 lettres seraient des faux. Les originaux auraient été subtilisés par une équipe qui les aurait remplacés par les fausses lettres. Problème, Boulin a été vu en train de poster des lettres et un postier de Montfort-l'Amaury se souvient même de les avoir réceptionnées. En septembre 2024, un dernier témoignage sans fondement vient s'ajouter à ce tableau gaguesque. À noter que, régulièrement, des témoignages invérifiables sortent d'on ne sait où pour confirmer la thèse de l'assassinat. L'assassinat de Robert Boulin semble aujourd'hui une évidence, alors que lorsqu'on déroule et dénoue le scénario que ses partisans défendent, il y a de quoi rire, même si le fait est bien triste. Un commando de barbouzes aurait enlevé Robert Boulin et l'aurait assassiné en le rouant de coups. Bravo au commando que personne n'a vu alors que le ministre a été aperçu à de nombreuses reprises avant sa mort. 40 ans après, personne ne connaît non plus les membres du dit commando. Pendant ce temps, un autre commando aurait réussi à s'introduire dans la poste de Montfort-l'Amaury pour y subtiliser les lettres de Robert Boulin.
les remplacer en imitant son écriture sur les enveloppes, dans les lettres, sur les petits mots laissés à sa famille. Un talent de maître faussaire. Les deux commandos disparaissent ni vus ni connus dans la nature. Par la suite, policiers, gendarmes, médecins, magistrats se sont tous mis d'accord pour étouffer l'affaire et dissimuler un assassinat. Rendons un hommage appuyé à Charles Pasqua, qui devait avoir le bras le plus long que la Ve République n'ait jamais connu, plus long que De Gaulle lui-même, Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac, puisqu'il a réussi à faire assassiner tant de monde sans jamais être démasqué. En 1991, un non-lieu avait été donné à l'affaire. En 2015, la réouverture du dossier avait été classée sans suite. Les quelques acteurs du scandale encore vivants aujourd'hui, médecins ou policiers, soutiennent la seule vérité qui existe, celle du suicide. Je serai beaucoup plus bref sur Pierre Bérégovoy, tant le retentissement de son suicide est moindre que celui de Robert Boulin. Disons que quand on se met à parler de l'un, on parle forcément de l'autre. Pierre Bérégovoy est né en 1925 et se suicide en 1993. D'origine ukrainienne, de milieu modeste, il est surtout connu pour avoir été ministre de François Mitterrand et même son dernier Premier ministre de gauche. Parallèlement, il est aussi élu député de la Nièvre. En 1992 éclate l'affaire du prêt Pelat. Bérégovoy est accusé d'avoir reçu un prêt sans intérêt d'1 million de francs de la part de Roger Patrice Pelat, homme d'affaires déjà impliqué dans d'autres scandales financiers, et ce pour s'acheter un appartement à Paris. De même, lui et sa famille sont accusés d'avoir bénéficié des largesses de l'homme d'affaires. Une campagne de presse s'engage alors contre Bérégovoy. Parallèlement, la gauche perd les élections législatives de 1993, ce de façon massive. François Mitterrand le tient pour responsable de cette défaite. Lui aussi se sent oublié, calomnié et devient dépressif et décide de commettre l'irréparable. À la faveur des fêtes du 1er mai à Nevers, ville dont il est le maire, il part se promener le long du canal de la Jonction après avoir quitté sa voiture, conduite par son chauffeur et garde du corps. Il s'est en fait emparé de l'arme de ce dernier à son insu et se tire une balle dans la tête. Il mourra quelques heures plus tard à Paris. À la différence de Robert Boulin, la famille de Pierre Bérégovoy n'a jamais douté un instant du suicide de ce dernier, à l'exception de sa veuve, mais à un âge avancé et bien plus tard. Ce sont d'obscurs anciens policiers et des journalistes d'investigation en mal de buzz qui ont lancé la théorie de l'assassinat. Pierre Bérégovoy a mis fin à ses jours le long d'un canal et comme personne n'a été repéré autour de lui, on a mis l'hypothèse d'un assassinat par des hommes grenouilles. Sans doute y ont-ils croisé les voleurs des lettres de Robert Boulin qui se cachaient dans l'eau. Il y a même eu 2 enquêtes sur la mort de Pierre Bérégovoy qui, toutes les deux, ont conclu au suicide. Mais il est bien connu que des journalistes et anciens policiers ont plus de moyens que des policiers en activité. D'ailleurs, ces policiers n'ont-ils pas été achetés aussi par Charles Pasqua? J'ai pris ici à défaut certaines hypothèses des conspirationnistes. Mais rappelons que les théories du complot ne survivent pas à la loi du nombre et du temps. La loi du nombre, parce qu'il aurait fallu, dans le cas de Bérégovoy comme dans celui de Boulin, beaucoup trop de monde pour mettre en scène un assassinat qui aurait échappé aux enquêteurs. La loi du temps, la plus implacable, fait que l'on aurait forcément découvert le ou les assassins, ce qui n'est absolument pas le cas. Laissons les anciens ministres reposer en paix et ayons de la compassion pour leurs actes désespérés d'hommes se sentant abandonnés par tous. Merci pour votre attention.